Alexandre. Salut Ludie, salut cette fois. Bah ouais, pourquoi Alors, pas. on est devenus familles. On est jeunes. Bon, on a discuté un peu après le podcast. On allait boire un café. On a fait connaissance. C'est sympa. On se connaît un peu mieux maintenant. Mais alors, bienvenue dans ce 5e épisode de Ce qui relève du document. Merci. Bienvenue à toi aussi, finalement. Bah oui, puis bienvenue à ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux. Ah oui, on est épisode ravis. après épisode. On est Merci à tous. Et d'ailleurs, pour faire un petit cadeau à toutes ces personnes, aujourd'hui, on fait un film francophone, ce qui est la première fois dans les 5 épisodes que dure ce podcast. Mais on s'est dit, allez, c'est ce qui nous manque dans le podcast en ce moment, et on a profité de l'occasion que Mademoiselle Kenopsia de Denis Côté soit disponible sur iTunes pour lui dédier un épisode. Oui, et on a profité aussi du fait qu'on est au Québec pour parler d'un film québécois, puisque le cinéma québécois ne sort pas toujours du Québec. Non, malheureusement, alors qu'il y a de très belles choses, comme on va le voir aujourd'hui. Waouh, tu spoil déjà alors qu'on n'a même pas commencé. C'est ça. Enfin, désolé, on divulgage. On divulgage, excuse-moi. En tout cas, aujourd'hui, donc, Mademoiselle Kenopsia de Denis Côté, et peut-être que tu veux commencer avec une petite introduction. Bah oui, introduisons le film. Introduisons le film. Laissons-nous introduire par ce film de ce bon Denis. Je sais pas, on fait pas un podcast d'humour et il y a peut-être des raisons. Hein. Peut-être. Alors, je mets mes lunettes. Lunettes métaphoriques de cinéma. Heureusement que tu as précisé que c'était pas un podcast d'humour. Bah oui, parce qu'après les gens ils vont rire. Oui, faudrait surtout pas faire ça. Donc je vais vous introduire à Mademoiselle Kenopsia, dernier film du réalisateur et ancien critique de cinéma québécois, qu'on aime à rappeler ce petit détail. Donc Denis Côté, et dans celui-ci on suit, ou plutôt on accompagne, l'errance d'une personne dont on ne sait rien, mais que l'on suppose être la mademoiselle du titre, et non celle de Park Chan-wook, humour, occupant un lieu qui semble être laissé à l'abandon, ou presque. Elle passe ses journées à marcher, balayer ou parler au téléphone. Le film s'inspire de l'esthétique des espaces liminaux, des photos présentes en grande quantité sur internet capturant l'émotion désespérée de lieux vidés de leurs habitants. La Kenopsia, mot mystérieux du titre, vient lui aussi d'internet, et plus particulièrement de Dictionary of Obscure Sorrow, depuis édité en culture légitime, c'est-à-dire en livre tout simplement. Un dictionnaire dans lequel son auteur, John Cunning, cherche, invente et définit des néologismes pour des émotions non encore décrites dans le langage courant. La Kenopsia serait celle dégagée justement par ces espaces liminaux et dont je vais vous lire la définition que j'ai librement traduite. L'atmosphère sinistre et délaissée d'un endroit qui est généralement animé par des gens, mais qui est maintenant abandonné et calme, un couloir d'école le soir, un bureau non éclairé pendant le week-end, des terrains de foire déserts. Une rémanence émotionnelle qui donne l'impression qu'il n'est pas seulement vide, mais hyper vide, avec une population totale négative, si remarquablement absente qu'elle brille comme des enseignes. Merci Alexandre pour cette intro que je vais compléter en expliquant un peu le dispositif dans le film, donc les récurrences et les gestes principaux. En premier lieu, et pendant la première séquence principalement, on va avoir plusieurs plans de lieux vides, a priori abandonnés, qu'on va pas pouvoir clairement identifier, mais qui ressemblent à des chapelles ou à des hôpitaux vides. Ces plans de lieux vont revenir tout au long du film, mais sont principalement là au début, comme je l'ai dit. Ensuite, on va aussi les entendre, ces lieux. Il y aura toujours des bruits plus ou moins identifiables qui seront posés sur les images. À cela va s'ajouter un petit personnage qui va arriver au bout de 8 minutes, j'ai calculé, et qui va se promener dans ces lieux, qui va attendre, observer, parler au téléphone avec un ou une interlocutrice qu'on n'entendra jamais. À tout ça, donc qui compose vraiment la majorité du film, vont s'ajouter 3 séquences où d'autres personnages vont rencontrer le personnage qui erre, qui est d'ailleurs interprété par Larissa Corriveau. Donc je vais commencer la réflexion analytique de ce film à partir d'un geste de cinéma très simple. Revenons aux bases, je me suis dit, qui est le cadrage. Parce qu'il est quand même pas anodin dans ce film. Donc cadrer, comme je l'ai dit, c'est l'un des premiers gestes du cinéma puisque c'est ce qui va créer l'image. Ce serait comme prendre un couteau et trancher dans ce qui est là, un espace réel ou un décor artificiel pour nous en donner un bout. Donc à ce geste de découper dans un espace s'ajoute le geste de composer des plans simultanément. On va donc choisir ce qui va être dans l'image ou non. On va donc produire un intérieur de l'image et un extérieur de l'image. On va répartir le visible et l'invisible. Les images de cinéma, d'ailleurs, elles appellent toujours à ce que l'on ne voit pas.
L'espace du champ, c'est-à-dire la portion représentée rendue visible dans le cadre de l'image, elle renvoie immédiatement au hors-champ. Le hors-champ, c'est donc tout ce qui déborde des limites du cadre. Le hors-champ, on peut le diviser en 2 espaces. Un espace concret, que le ou la spectatrice a déjà vu, et qu'à présent il ne voit plus dans l'image, mais qu'il connaît, ou un espace imaginaire, que l'on n'a jamais vu, ou bien qui s'est transformé. Et cet espace est une réserve de surprises et de possibilités. Ce retour aux bases, il me paraît important pour la première séquence qu'on va regarder, qui n'est pas la première séquence du film, mais la première apparition de Larissa Corriveau. Donc au bout de 8 minutes, comme je l'ai dit, ce qui n'est pas anodin de se dire qu'on a quand même 8 minutes vidées de tout personnage, de tout corps humain, disons, avant d'avoir une apparition de quelqu'un. Je vais donc décrire d'abord les 3 plans qui composent cette séquence, et ensuite on va les regarder ensemble. Donc dans le premier plan, on est dans un cadre fixe qui filme l'embrasure d'une porte vide. Il n'y a personne encore dans l'image. On entend un gros bruit qui résonne, puis le silence. Puis on entend un bruit de porte en hors-champ qui s'ouvre, des pas qui marchent. Et enfin, il y a la tête de Larissa Corriveau qui entre dans le bord du cadre. Elle est filmée en plan poitrine, on ne voit pas le bas de son corps. On ne sait pas d'où elle vient, on ne le saura pas. On la voit juste qui écoute, qui observe les bruits hors de l'image, puis le plan cut. Le deuxième plan, c'est un plan plus large. Larissa est maintenant assise derrière un comptoir et son corps est à moitié caché par le comptoir. Elle parle au téléphone, on ne sait pas à qui elle parle. Derrière elle, on voit une porte qui est ouverte vers un autre part. On ne voit pas où. Le troisième plan, c'est un plan poitrine de Larissa. Elle est toujours assise au comptoir, elle parle toujours au téléphone et on va écouter un extrait de ce qu'elle dit. C'est limité, les sens, hein? Il y a sûrement plus de couleurs que celles qu'on voit, ou des sons, c'est complètement inconnus. J'aurais jamais assez d'une vie pour tout entendre. Là. Ou même des odeurs que je sentirais jamais. Je suis bien consciente que j'ai jamais accès à tout. Je suis juste capable d'avoir une petite partie par le trou de la serrure. Ça m'angoisse un peu, ça. Et je reste ici, je tue le temps, puis là, lui, il me tue tout de suite après. Là. On est comme 2 assassins. Mais je suis chanceuse là, d'être ici. Hein. J'ai un accès illimité à l'espace, puis au temps. Donc, cette scène, elle travaille énormément le hors-champ à travers ses cadres, mais aussi et surtout à travers le personnage de Larissa Corriveau. Dans le premier plan que j'ai décrit, avant que Larissa arrive, le hors-champ est particulièrement conscientisé puisqu'il est rendu existant par des bruits quand même conséquents en dehors de l'image. Donc on se rend compte qu'il se passe des choses en dehors du cadre, que l'invisible est extrêmement présent. Quand Larissa apparaît pour la première fois dans le film, d'ailleurs, c'est en hors-champ. C'est à travers la porte qui s'ouvre et c'est pas. Son corps se manifeste par le son. D'ailleurs, on ne sait pas d'où elle vient et on ne le saura jamais. Est-ce qu'elle arrive vraiment de quelque part? Puisque c'est un hors-champ imaginaire, vu qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière le cadre, eh bien on peut laisser l'interprétation. Cette entrée du personnage de Larissa Corriveau dépose l'invisible autour du corps même de Larissa. Un corps qui ressurgit nulle part, qui va on ne sait où, quand il n'est plus présent dans les plans, qui arrive d'on ne sait pas où. Le corps de Larissa, il est porteur lui-même de hors-champ. Ce hors-champ corporel, il est amplifié par les décors et les choix de cadrage, le plan poitrine et notamment le comptoir qui va cacher le bas du corps. Parce que dans les 3 plans qui composent cette séquence, on n'aura pas vu une seule fois le bas du corps de Larissa Corriveau. Ça peut paraître anodin, surtout qu'on va la voir en entier ensuite, mais dans un film qui joue particulièrement sur la répartition entre le visible et l'invisible, il faut le noter quand même, que la première séquence, après 8 minutes où on voit enfin un humain, on ne le voit pas en entier. Donc la première apparition d'un corps humain, d'un corps qu'on devrait en principe connaître, puisqu'on connaît l'anatomie humaine, elle n'est pas confirmée par le visible. Elle va laisser planer la possibilité peut-être d'un corps autre. Pourquoi pas? Dernier élément, le texte prononcé par Larissa Corriveau, ce qu'on vient d'écouter. Déjà, on note qu'elle parle à quelqu'un qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, donc qui est littéralement invisible. Mais surtout, si on regarde ce qu'elle dit, elle parle d'abord du fait qu'elle est limitée dans les sens, qu'elle est bien consciente qu'elle n'a pas accès à tout. Et puis, juste après, elle parle du fait qu'elle est chanceuse d'être ici et qu'elle a un accès illimité à l'espace et au temps. Donc, on a une contradiction au sein même de sa prise de parole. D'un côté, elle vient dématérialiser et rematérialiser son corps tout le temps en le rendant illimité, limité, en montrant qu'elle a accès à tout et accès à rien. Donc ce corps, j'ai fait un petit jeu de mots aussi, toi tu fais des jeux de mots cinéphiliques, moi je fais des jeux de mots littéraux, on a donc un corps limité puis limité qui finit par être impossible à délimiter.
La parole vient ici donc compliquer le corps de Larissa Pas mal. Corriveau. Merci. La parole vient donc compliquer son corps en le remplissant à la fois de visible et d'invisible. Je vais terminer ce petit regard sur le hors-champ et le cadrage avec Je 3 t'en prie. motifs. Ah bah, merci de faciliter l'articulation entre ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. On va commencer par le mur. Le mur, eh bien, c'est ce qui bloque le visible. C'est ce qui produit un intérieur fermé de l'extérieur. C'est une frontière définitive, hein. C'est compact et c'est étanche. Il produit aussi un extérieur qui est donc incapable de pénétrer à l'intérieur. L'intérieur et l'extérieur, à cause du mur, sont séparés et pourtant se rencontrent à l'endroit où ils se séparent. Ils sont séparés par ce mur, mais c'est là qu'on sait qu'ils sont mis en commun. Il bloque aussi le parcours du regard et du corps, et de ce fait, il produit nécessairement du hors-champ. Dans le film, les murs, ils viennent non seulement appeler le visible, mais surtout l'imaginaire, puisque systématiquement, on ne verra pas ce qui se trouve derrière les murs, au-delà des murs. On l'entendra parfois sonorement, mais sinon, c'est notre imagination qui devra se charger de cet extérieur qui est systématiquement appelé par la présence des murs. Le deuxième motif que je voulais étudier, c'était les chaises. Dans le film, on a énormément de chaises qui sont dans les plans. Des chaises qui sont posées avec personne qui n'est assis dessus la plupart du temps. Des chaises qui sont tournées vers des fenêtres ou vers des murs, ou même ma petite préférée, une toilette qui est tournée contre un mur, qui est d'ailleurs posée très proche d'un mur. Et moi, ça me fait toujours rire d'imaginer que quelqu'un aurait pu s'asseoir sur cette toilette aussi proche d'un mur. C'est pas une position qu'on a l'habitude d'avoir. Donc le motif des chaises vides, c'est comme une sorte de hors-champ, ou plutôt de hors-corps. La chaise, parce qu'elle est vide, elle vient appeler à un autre part, à un corps invisible. Puisque d'habitude, les chaises, c'est là où on s'assied, c'est là où les humains viennent s'asseoir. Donc ça remplit le lieu de corps invisible d'avoir ces chaises qui sont disposées dans les plans. Le troisième motif que je voulais étudier, c'était la fenêtre. La fenêtre, elle offre une perpétuelle conversation entre l'intérieur et l'extérieur, mais elle n'offre pas de contact entre eux. De ce fait, elle dématérialise l'extérieur et puisqu'on ne peut pas y accéder physiquement, elle le spiritualise. Ce qu'on regarde par la fenêtre devient donc mental, car notre corps ne peut pas y accéder. Elle montre le visible en créant une réserve d'invisibilité qui va devenir l'imaginaire. Donc voilà, ça c'était un peu ce que je voulais observer puisque ces 3 éléments sont omniprésents dans les plans qu'on va observer. Merci beaucoup pour cette première intervention où tu as soulevé énormément de points et d'éléments présents dans le film. Et ça pose une question quand même assez rapidement, c'est pourquoi nous, podcast qui s'intéressons au documentaire, traitons de ce film. Un des premiers éléments qui serait pour nous dédouaner, c'est que le film a été présenté en avant-première aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal, donc bon, c'est pas nous qui avons décidé, a priori les gens sont d'accord pour dire que c'est un documentaire. Même Denis, hein, tu y étais, tu l'as rencontré là-bas. Je l'ai rencontré, il faisait un Q&A le soir de la projection. Bon. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui est intéressant en fait de traiter ce film comme un documentaire ? Le premier point, c'est ce que tu as dit, c'est qu'on a une espèce de division dans le film entre des plans de lieux vides qui s'étirent vraiment dans le temps, qui prennent du temps, de l'espace, où on a, comme tu le dis, des hospices, des chapelles, des espèces de hangars, des couloirs. Donc on a vraiment une collection, le film s'ouvre là-dessus devant une collection de plans. Et ces plans ont une certaine dimension documentaire parce qu'ils montrent justement ces lieux qui manifestement sont abandonnés, qui n'ont pas été abandonnés pour le tournage, qui n'ont pas été décorés de cette façon, en tout cas qui n'ont pas l'air d'avoir été décorés de cette façon pour le film, mais qui sont abandonnés. Donc ces plans peuvent relever du documentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est qu'il prend son temps. C'est pas juste un montage hyper cut de plans, il pourrait y en avoir 200 en 5 minutes, c'est que non, il y en a quand même relativement peu en 8 minutes, et donc il documente aussi le temps qui se passe dans ces lieux. Qu'est-ce que c'est de regarder ce lieu, de vivre dans ce lieu pendant 1-2 minutes, et comme tu l'as dit, les bruits, les sons. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu parlais de plans et de hors-champ, c'est que ces plans ont toujours un hors-champ. Parce que on a toujours l'impression qu'il se passe autre chose autour. C'est aidé par ces sons justement qui vont venir de la gauche ou de la droite. On va avoir des oiseaux parfois ou des espèces de bruits de nature. On sait que ces espaces vivent au-delà de ce qui est découpé dans le plan. Et même, j'irais même plus loin, j'ai l'impression que c'est des plans. Moi, quand je les regardais,
j'arrivais pas à oublier qu'il y avait une équipe qui était en train de les filmer. Il y avait quelqu'un qui était en train de les filmer, qui était venu là, déranger ce lieu finalement, qui avait été abandonné, où il n'y a plus personne qui vivait dedans depuis un certain temps. Et là, quelqu'un est venu, a dérangé la tranquillité du lieu, s'est posé et a filmé. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez particulier, je sais pas vraiment qu'est-ce qui crée cet effet-là, mais on a cette impression, en tout cas, moi j'ai eu cette impression en tant que spectateur, ce qui ajoute à ce hors-champ, où l'équipe, finalement, le film lui-même, elle fait partie du hors-champ, tout le temps, constamment dans ces plans-là. Et ensuite, comme tu l'as expliqué, on a l'incursion de ce personnage fictionnel, cette fameuse mademoiselle Kenopsia, qui est jamais nommée, il me semble, dans le film. Donc on suppose que c'est elle, vu que c'est le personnage principal du film que l'on suit, en tout cas qu'on voit le plus souvent. C'est vrai que moi je l'ai appelée Larissa Corriveau, mais je devrais peut-être l'appeler mademoiselle Kenopsia quand je parle d'elle. On sait pas, il y a peut-être... oui, je pense pas que ce soit Larissa Corriveau qui est dans le film, qui joue son propre rôle. Mais c'est vrai, on n'en sait rien. On pourrait l'appeler juste la mademoiselle, la personne. Le corps. Le corps, effectivement. Tout est possible. Le corps. Et ce qui est intéressant, c'est comme tu l'as expliqué, c'est qu'elle vient du dehors de l'image. En fait, elle vient du hors-champ. C'est qu'on n'a pas un plan qui commence sur elle. Comme tu l'as expliqué, on a un plan. Et après, elle arrive. Donc comme si elle avait été un peu toujours là depuis le début et que maintenant, elle décide de se montrer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient nous travailler à ce niveau-là que... peut-être que cette Kenopsia, elle est là partout. Et on la voit ou on la voit pas, elle décide ou elle décide pas d'apparaître, ou le film décide ou non de la filmer, mais elle erre un peu dans cet espace documentaire, donc une espèce d'incursion du fictionnel dans un lieu qui a été jusque-là placé comme documentaire. Donc on a un entre-deux qui se crée rapidement entre la fiction et le documentaire. On va passer de l'un à l'autre, parce qu'après cette introduction de 8 minutes sur des plans fixes, on a une petite séquence avec la mademoiselle Kenopsia, comme tu l'as expliqué, puis après on va faire des allers-retours entre des scènes plus ou moins documentaires ou fictionnelles. On va avoir une petite séquence de plans fixes dans le lieu, puis après une autre scène avec la mademoiselle Kenopsia, puis après il va y avoir un mixage entre les deux, où des éléments de la fiction vont venir de plus en plus parasiter ces scènes fixes documentaires. Donc on a vraiment une hybridation entre cette chose-là, jusqu'à un peu, inévitablement, elles se mettent à rencontrer d'autres gens. Il y a un peu ce truc de... Au début, elle est au téléphone, on ne sait pas si elle parle toute seule, si elle se parle à elle-même, si c'est juste une mise en scène de la choper un téléphone et puis elle fait semblant de parler à quelqu'un, ou est-ce qu'elle parle vraiment à quelqu'un. Puis après, il y a d'autres gens qui arrivent. Et puis, donc la fiction se développe parce que la fiction, souvent, c'est le dialogue. Ça passe souvent par le dialogue, par ce genre de choses-là. Et donc, hop, on a des éléments de plus en plus fictionnels qui arrivent, jusqu'à même avoir des petites histoires à certains moments, des petits scénarios, qui se développent à l'intérieur du truc. Donc, c'est aussi pour ça, c'est explorer un peu cette relation entre documentaire et fiction, pourquoi on a décidé d'en parler. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut se réfléchir à qu'est-ce que ça apporte d'avoir une partie documentaire dans un film, ouvertement documentaire, on pourrait dire. Déjà, c'est qu'est-ce que le film documente concrètement. La première chose, c'est la beauté de ces espaces délabrés. C'est que il y a vraiment une véritable beauté à regarder ces choses. C'est des belles images dans des lieux qui certes sont abandonnés, sont délabrés, sont sales, mais il y a une beauté de la saleté, de la poussière qui flotte dans l'air. La désuétude aussi. Exactement, ces rideaux un peu qui filtrent la lumière, mais en même il y a vraiment une recherche, en tout cas, d'esthétiser ces lieux-là. Et comme je l'ai dit, le plus intéressant, c'est de les avoir étalés dans le temps et d'essayer de capter un petit peu qu'est-ce que c'est ces lieux abandonnés qui ne reçoivent pas de visite, en fait, et de vivre un petit temps avec eux. Donc ça, il enregistre il enregistre le temps, en fait, de ces espaces-là, ce qui est une des caractéristiques du cinéma, une de ces caractéristiques uniques, on pourrait dire, du cinéma, c'est d'enregistrer le temps. C'est ce qui a apporté, en plus de la photographie, c'est maintenant on peut faire 24 images par seconde au lieu d'une par seconde. Comme disait Godard, 24 fois la vérité par seconde. Grand monsieur, il avait pas mal raison. Bah oui, sacré Jean-Luc. Sacré Jean-Luc. Oh là là. Reste en paix. Reste en paix. Reste en pièces. Comme disait Schwarzenegger dans Expandables 2. Ah mais toi tu les balances les références cinéphiliques, hein. On passe de Mademoiselle à Schwarzenegger. Je sais plus, mais je sais qu'à un moment donné il dit rest, il tabasse quelqu'un comme ça puis il fait rest in pieces. Tu es pétri de références, Alexandre. Podcast culturel.
Et donc ce qui est intéressant ensuite, c'est que ce réel documentaire-là va venir servir de décor à la partie fictionnelle. Et ça, c'est pas quelque chose qui est unique dans le cinéma, c'est pas la première fois qu'on le voit. Il y a quelqu'un qui est. Il y a plusieurs cinéastes qui sont spécialisés dans. En tout cas, qui ont utilisé cette idée-là. Et un des plus connus, ça va être Rossellini, avec Allemagne année 0. Où il va filmer, donc c'est en 40. Non, c'est en 50, juste à la fin de la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale. C'est juste à la fin de la guerre. Il va filmer à Berlin. Dans les décombres en fait de Berlin qui vient où l'armistice vient d'être signé, et il va filmer des histoires fictionnelles dans Berlin détruite, inspirées quand même de la vie à Berlin à cette époque-là. Mais donc il y a un peu ce décor qui est complètement réel. On voit des immeubles détruits, des impacts de balles, des trous dans le sol faits par les obus, des véhicules abandonnés. Il y a vraiment tout un décor de destruction de la guerre, pris dans une histoire fictionnelle qui est inspirée même de ce décor-là. Donc on a déjà on a cette idée de dialogue entre les deux, où on filme une fiction, mais en même temps qui documente un peu qu'est-ce que c'était Berlin à cette époque-là. Oui, puis même pour... c'est Rossellini qui l'a lancé, mais d'ailleurs tout le courant du néoréalisme italien est basé sur cette idée de filmer à hauteur d'épaule, dans les rues, des personnages, mais dans des vraies rues, justement pour regarder dans les lieux comment les gens vivent. Exact, oui, et même si on reprend l'histoire du cinéma depuis le début, la fiction et le documentaire, ça a toujours côtoyé en fait dans le cinéma, et même le tout premier film de l'histoire du cinéma, qui est la sortie des usines Lumière à Lyon, n'est pas un documentaire. En tout cas, il y a eu plusieurs prises. C'est qu'il y a eu une première prise où effectivement, on voit des gens qui sortent de l'usine, mais après ils n'étaient pas contents, les frères Lumière, ils ont dit « Ah, mais moi j'aimerais bien que les portes se referment derrière les gens », et vu qu'à l'époque c'était limité le temps qu'on pouvait filmer, ils ont mis en scène les gens qui sortent, ils leur ont donné des instructions, et il y a 3 versions de ce film qui existent, et après, effectivement, on voit, il y a des versions où les portes se referment derrière les ouvriers et les ouvrières. Donc, bon, est-ce que la première était documentaire et les autres étaient fictionnelles, ou est-ce que les 3 le sont un peu toutes les deux ? Est-ce que les 3 le sont un peu toutes les deux ? Les 3 versions sont un peu toutes fiction et documentaire, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est juste pour dire que ce dialogue-là entre fiction et documentaire n'est pas né avec Mademoiselle Kenopsia, ni avec Rossellini, mais est quelque chose qui habite de toute façon depuis le début l'histoire du cinéma. Donc, mais bien sûr, dans Mademoiselle Kenopsia, donc c'est pas la même portée que Allemagne année 0, dans cette idée de documenter un lieu. Donc, on n'est pas dans un film de guerre, un film qui montre ce que c'est la misère d'après-guerre aussi. Mais il y a quand même la même idée, c'est-à-dire de venir voir qu'est-ce que ça fait de mettre de la fiction dans un lieu documentaire. Et ça encore, c'est presque une idée aussi documentaire, qui est un peu de venir donner un coup de pied dans la fourmilière pour voir qu'est-ce qui se passe, de venir, tu balances des trucs dans un lieu, et puis je regarde comment le réel va réagir, dans quelque sorte, même si ce sont des éléments fictionnels. Ce film garde en fait cette espèce de... Moi, ce que je trouve très intéressant dans le film, c'est qu'il a cette idée un peu d'espèce de boîte de pétri, un peu expérimentation, où il dit, vas-y, je mets un personnage là, puis je mets cette musique là, puis je mets ce personnage là, puis regarde qu'est-ce qui se passe. Même si tout est écrit, un peu, on a l'impression, en tout cas, de dire « Ah, ok, on est en train d'assister à quelque chose ». Et au fur et à mesure, ce qui est intéressant aussi, c'est que le lieu documentaire s'hybride petit à petit et devient un petit peu fictionnel. Moi, il y a une scène un plan que je trouve hyper intéressant, mais qui est tout bête. C'est c'est vers la fin du film, on est dans une cave, et il y a une porte. En fait, il y a 2 portes. Un peu difficile à expliquer, mais il y a 2 portes dans un coin. Et le personnage de Larissa Corriveau arrive par la droite, et en fait on comprend qu'en fait c'est un mur entre les 2 portes, et qu'elle disparaît, et elle réapparaît de l'autre côté. Et là, à ce moment-là, il y a une espèce de fictionnalisation du lieu qui, ce lieu nous donne cette capacité-là, on va l'utiliser pour nous, pour notre film. Donc à ce moment-là, le lieu pour moi s'hybride un petit peu, et la marque de cette hybridation dans le film, c'est aussi l'utilisation de projections, qui ne sont pas présentes au début, il me semble, qui apparaissent petit à petit dans le film, et qui sont ouvertement des manifestations humaines dans ce lieu abandonné. Et en plus, ce sont des projections qui sont expérimentales, qui ne représentent pas toujours quelque chose. On ne peut pas toujours voir vraiment qu'est-ce que ça représente. À un moment, il y a un plan d'araignée que je vois. Je me rappelle très bien, on voit une araignée. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on on vient faire des incursions fictionnelles par Larissa Corriveau, certes, mais par aussi ces projections. Et en même temps, ces projections sont aussi un petit peu documentaires, sont un petit peu fictionnelles, sont un peu entre les deux. Et ça fait comme une espèce de ruine à l'intérieur de la ruine, une espèce de débris fictionnels qui sont là. On ne sait pas s'ils ont été... Encore une fois, ils sont un peu indéterminés dans le temps.
Mais ils sont un peu comme une souillure en fait du lieu qui n'est plus intouché comme au début, qui n'est plus autant documentaire en fait qu'au début un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée-là que petit à petit, en reprenant possession du lieu, on le fictionnalise en fait. Parce qu'on l'utilise pour nous, on lui redonne une autre utilité. Et ces projections agissent un peu comme un stigmate. En tout cas, je ne sais pas si c'était ça l'idée du réalisateur, mais moi je l'ai un peu vu comme ça. Je me suis dit, parce que je me suis demandé pourquoi il y a ces projections-là, c'est un peu étrange. Il y a beaucoup de choses dans ce film, mais alors pourquoi mettre des projections? Et puis, c'est à ça que je me suis posé la question et c'est à ça que je suis arrivé. Je suis bien content que tu en parles, parce que moi, j'allais pas en parler des projections. Moi, dans ma tête, c'était plus pour faire partie des expérimentations du lieu, mais je trouve ton explication bien plus convaincante. Peut-être que c'est aussi pour faire partie des expérimentations du lieu, et c'est peut-être juste Denis, il avait un pote qui faisait des projections, il s'est dit « Ah, c'est trop cool, j'adore tes projections, je vais les mettre dans mon film ». Des fois, le cinéma, c'est juste ça. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est des envies, des gestes qu'on fait, parce que... C'est ça, mais dans le film, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, ces projections et Mademoiselle Kemsa sont assez hermétiques, elles ne se croisent pas. Et jusqu'au moment où elles se croisent, en fait, où Larissa Corriveau va venir interagir avec, va venir les regarder. Il me semble qu'il y a un plan où elle s'assoit, puis elle regarde une projection qui est là. Et après, son visage devient rouge parce que la projection est rouge. Donc il y a aussi une autre hybridation où il va venir se rencontrer. En fait, il pose plein de choses, et puis petit à petit, les choses se mélangent, se touchent, s'hybrident entre elles. Donc, je trouve qu'il y a pour terminer mon point, ça crée une dialectique qui est très intéressante dans le film entre le laisser-faire, qui est je me pose ma caméra, je filme qu'est-ce qui se passe, et d'autres scènes qui sont vachement contrôlées, qui ont l'air en tout cas beaucoup plus contrôlées, avec des dialogues, avec des mouvements, où on imagine sans peine qu'il est dit tu vas de là, à tel rythme, tu marches comme ça, tel personnage arrive, on met la projection. Il y a quelque chose de très... qui est la matière même du cinéma, qui est d'organiser l'espace et le temps, et qui s'hybride en fait entre les deux, donc ça crée une continuité, comme quelque chose qui veut vivre de lui-même et quelque chose qui est en même temps contraint, et petit à petit les deux se cohabitent tout le temps, et ça crée une tension dans chaque plan où en fait chaque plan on n'arrive plus à savoir s'ils sont fiction, documentaire, ils sont tout le temps un peu des deux, puis jamais vraiment l'un, jamais vraiment l'autre, comme je disais au début. Est-ce que c'est vraiment tout fait, on saura jamais si ces plans ça se trouve ces lieux sont même pas abandonnés. C'est une projection dans ma tête, mais ces lieux peut-être sont même pas abandonnés. Tu peux faire qu'un un lieu est abandonné. C'est possible de faire au cinéma. Mais bon, bref. Et dans La gêne occasionnée, donc le podcast de François Bégodeau, il parlait... l'homme qui n'a pas de prénom. Et de l'homme qui n'a pas de prénom, effectivement. Ne l'oublions pas. Il parle dans l'épisode sur Pacifiction d'Albert Serra, et ils ont une expression qui est filmer de la fiction comme un documentaire. Et moi, je trouve, Mademoiselle Kinapsia, c'est un peu l'inverse, peut-être. C'est filmer du documentaire comme de la fiction. Joli. Eh bien, on est fort en tour de phrase aujourd'hui. Hein. Ouais, ah là là, les formules, attention. Les formules. Littérature. Je suis très contente d'entendre tout ça, parce que ça rejoint beaucoup ce que j'ai observé, mais dans un prisme un petit peu différent. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de redites, mais on va voir ça. C'est comme si on était deux personnes et qu'on avait chacun nos avis et qu'on se les partageait dans un truc qu'on enregistrait à un moment. Ah, peut-être, je sais pas. J'en ai entendu parler. On devrait essayer. Mais moi aussi, j'ai regardé un peu pour dire facilement, ce mélange entre documentaire et fiction, ou plutôt cette hybridation entre peut-être corps regardé, corps qui joue, espace regardé, espace fictionnalisé, à travers justement l'intégration du corps dans le lieu. Et j'ai observé 3 types d'intégration qui montrent bien cette progression, et que je vais aussi essayer d'expliquer. Bear with me. Ah, je te suis. Suis-moi donc. Le premier type d'intégration, c'est ce que j'appellerais le paysage. C'est-à-dire que l'espace diégétique est regardé en tant que paysage. Pour ça, je vais revenir à la toute première séquence du film, dont on a quand même un petit peu parlé déjà, c'est-à-dire ces 8 minutes où on voit des plans fixes de lieux et où il ne se passe, entre guillemets, rien d'autre. Parce qu'en soi, il se passe quand même beaucoup de choses à regarder dans les plans. Énormément de choses dans ces plans. Absolument. Non mais c'est vrai, Oui. on aurait l'impression, mais c'est ennuyant, mais on se passe rien. Non, mais vous regardez ces plans, il se passe 10 000 choses à la seconde, parce qu'un lieu vit. En fait, même si un lieu vit. Et regarder vivre un lieu, c'est exceptionnel. Et c'est d'ailleurs mon point, c'est ce qu'on appelle un paysage, c'est-à-dire qu'un paysage, dans les théories cinématographiques, c'est quand un lieu est présenté comme objet de contemplation principale.
C'est-à-dire que dans le plan, c'est l'espace qu'on regarde. Il est passé à l'avant-plan et la narration, elle est mise sur pause. Si par hasard il y a des figures humaines qui sont dans l'image, eh bien elles sont engagées dans un moment d'attente ou de contemplation. Un moment qui invite les spectateurs à faire de même, c'est-à-dire à contempler et à attendre. Et d'ailleurs, dans la première séquence, c'est complètement ça. Toi, tu dis, il y a 1000 choses à regarder. Moi, je trouve que quand on regarde ces séquences, eh bien, tout d'un coup, on sent qu'on se met dans un autre mode de visionnement de ces images. On se met dans un état contemplatif, à regarder ces lieux, à essayer de les ressentir dans la longueur et la lenteur. Et donc, le paysage, dans cette première séquence, mais aussi dans les autres séquences de lieux, eh bien, on peut voir qu'il poursuit sa vie sans l'humain, qu'il n'a pas besoin de l'humain pour raconter, pour exister, pour être regardé. Et ce qui est intéressant, tu l'as mentionné plusieurs fois, c'est la durée du plan. Ces durées longues d'images qui durent bien 1 à 2 minutes à chaque fois. Comme le paysage, il est vidé de la figure humaine et qu'il dure longtemps, eh bien, en tant que spectatrice, on peut dépasser l'information qu'il nous donne. C'est-à-dire évacuer la recherche d'une narration, de faire « Ah, on est où, il se passe quoi, c'est quoi qu'on est en train de raconter ?» et plutôt pour regarder quelque chose, pour ressentir quelque chose. Puis il y a un côté reposant en fait à se dire oh, ça fait un choc aujourd'hui d'arriver devant un film qui ne coupe pas toutes les 10 secondes, de se dire wow, ok, le plan il dure 1 minute, puis le deuxième plan il dure, c'est vraiment c'est encore possible aujourd'hui de faire des plans comme ça. Oui, puis c'est drôle parce que moi j'ai longtemps pensé que j'aimerais par exemple moins ça parce qu'il est reçu, parce qu'on voit toujours des films avec des scènes qui s'enchaînent, notamment pas que des films d'ailleurs, les séries, c'est le flux continu. Et en fait, je trouve ça même beaucoup plus agréable parce que quand je commence un film narratif avec des scènes qui s'enchaînent, eh ben, je me stresse de devoir comprendre ce qui se passe absolument. Alors que là, tu peux dire, j'ai pas besoin de comprendre, je vais juste regarder. Et c'est très agréable de regarder. Donc le deuxième type de relation entre corps et lieu que je voulais regarder, c'est ce qu'on appelle un milieu. Donc, ce qu'on appelle un milieu cinématographique, c'est quand ni le personnage ni le lieu n'existent en soi, mais existent ensemble. L'image et le son vont composer pour montrer que le corps du personnage, il est inséparable du lieu dans lequel il se trouve. Et d'ailleurs, il se définit lui-même par ce lieu. Parfois, on atteint le milieu dans Mademoiselle Kenopsia, et notamment dans une scène qui arrive à la fin du film, qui est une scène de rêve. Larissa Corriveau s'est endormie, ou Mademoiselle Kenopsia s'est endormie, et elle se retrouve dans un party, l'été, au cœur d'une foule qu'elle va traverser. Donc elle va traverser une mare de corps qui sont cadrés de très près, qui ont presque pas de visage d'ailleurs, ou du moins on s'arrête pas sur leur visage. Mais il y a un flou en fait qui est mis autour d'elle. Oui, il y a un flou un peu onirique d'ailleurs. On voit leur visage, mais ils sont un petit peu floutés. C'est ça, en tout cas on se concentre pas beaucoup sur leur visage. Et donc ces corps sans visage qu'elle traverse deviennent une espèce de masse dans laquelle elle doit passer. Et deviennent donc l'espace qui entoure Larissa à part entière. Mais d'un même mouvement, Larissa, elle va aussi composer cet espace parce que c'est elle qui va traverser les corps. Et c'est en les traversant qu'ils vont devenir une masse, puisqu'elle est le seul élément qui bouge à travers. Et donc, il y a un rapport de réciprocité entre les deux pour créer un milieu. La traversée des corps, elle filme de près l'expérience de Larissa, qui doit se promener dans la masse, mais la masse, en même temps, compose aussi ça. Donc, c'est un milieu cinématographique. Et le dispositif, Mademoiselle Kenopsia, en général, il alterne d'ailleurs entre ces deux modes d'intégration du corps et du lieu, le paysage ou les milieux, qui sont deux moyens de donner une importance cinématographique et première à l'espace, ce qui en fait d'ailleurs un des grands intérêts visuels du film. Mais il y a un troisième mode qui est extrêmement présent dans une scène, dans quelques autres, mais une scène particulièrement, que je vais vous décrire, qui est, petit spoil, pas la scène que j'ai préférée dans le film. Tant. Merci. T'es fine. Ça allait t'as l'air fine. Ça fait beau, hein? La fumée, ça fait beau. Ça fait bouger l'espace. Ça déplie la lumière. Ça fait comme quelque chose de moelleux sur le paysage, trouves-tu? Fumée. Ça rappelle que tout se consume. Toutes ces miettes. Tout s'envole. Regarde. On cherche tout le ciel, dans le fond. Donc,
Cette scène a lieu entre Larissa Corriveau et une autre personne qui est interprétée, on va dire, par Evelyne de la Chenelière, qui est une dramaturge, comédienne et metteur en scène. Je reviendrai sur cet aspect-là d'ailleurs de Evelyne de la Chenelière. Bon, d'abord, il faut préciser que cette scène, elle effectue une coupure avec le reste du film. C'est une scène de dialogue entre deux personnages et qui est relativement longue. Le dispositif de la scène est aussi relativement différent. On a déjà eu quelques cadrages à l'épaule et plus proches, mais là, c'est vraiment toute la scène qui est comme ça, plus ou moins en plan taille, et dans un champ contre champ, plus ou moins aussi, qui est créé par un mouvement de caméra qui se tourne vers soit Larissa Corriveau, soit vers Evelyne de la Chenelière, même si on reste principalement sur Evelyne de la Chenelière. D'ailleurs, j'ai dit dialogue, mais il s'agirait plutôt d'un monologue effectué par Evelyne de la Chenelière et de Larissa qui l'écoute. En même temps, c'est très plaisant à dire. Dit beaucoup de fois Donc, Evelyne dans de la cette scène, Chenelière. on sort de l'exploration de l'espace ou du milieu ou du paysage. Le lieu n'est plus un personnage visité par des corps. Là où les corps composaient avec le paysage ou le milieu, eh bien, ils deviennent les corps de comédiennes qui jouent des personnages et qui interprètent. La scène est d'ailleurs très concentrée sur la parole et sur le monologue, dans un plan rapproché, c'est-à-dire qu'on évacue l'idée de ces énormes espaces dans lesquels sont incrustées des figures humaines. Là, on est vraiment plutôt, le cadrage se cadre vraiment beaucoup plus sur la figure humaine. D'ailleurs, on n'est plus dans un hors-champ imaginaire, on est dans un hors-champ concret. Quand on est sur Evelyne, on sait que derrière elle se trouve Larissa parce qu'on l'a vue et vice-versa. Le lieu donc n'est plus un paysage ou un lieu, mais ce qu'on appelle l'action de fond ou plus communément un décor. Donc le cadre de l'action, il est discret, il est juste une condition de l'action plutôt qu'un objet d'observation. Et de ce fait, il passe inaperçu. Il n'est pas là pour être remarqué, il est là comme indice de cette réalité. Et c'est complètement le cas dans la scène parce que le lieu, même si on le note un petit peu, ça a l'air d'être une chapelle, eh bien, il n'est pas forcément très présent, il est plutôt là en toile de fond. Et on ne va pas se concentrer à ce qui se passe, à comment ces corps résonnent dans cette chapelle. Si on apprécie la coupure de rythme, en tout cas j'ai apprécié le fait qu'il y ait une coupure de rythme dans le film, je comprends le concept de passer de plans très lents à une scène entre deux personnages. Moi j'ai trouvé que cette scène, elle venait un petit peu faire capoter le dispositif qui a été mis en place jusque-là en sortant de cette idée d'observation des lieux. Et que d'ailleurs, les deux personnages, parce que pour moi là, on est vraiment dans des personnages, puisque c'est un texte qui est récité par des comédiennes, ne parviennent pas à se hisser au niveau de corps qui se mêlent à l'espace autour des lieux. Au contraire, dans cette scène, pour moi, les personnages, ils gagnent sur l'espace. Et c'est là où on n'est plus dans un paysage, mais on est vraiment dans une scène avec un décor et des comédiens N. Bah, c'est intéressant que tu termines là-dessus parce que on va pouvoir parler donc, de ce personnage central qui est Mademoiselle Kenopsia qui donne son titre au film en plus. Absolument. Donc, on a beaucoup parlé des décors, de la façon de filmer, mais il y a quand même un personnage qui est au centre du film, qui est vraiment la pièce de voûte, ou en tout cas ce sur quoi tout tourne le film, jusqu'au point de donner son nom au titre. Et donc, quand on s'intéresse à un personnage, il y a quand même plusieurs choses à réfléchir. C'est comment déjà elle est interprétée par Larissa Corriveau et comment elle est filmée. Donc comme on l'a dit, elle est introduite seule, dans un plan où elle arrive, elle sort du hors-champ, elle arrive, et qu'est-ce qu'elle fait très rapidement ? Elle se met à parler. C'est que le personnage de Mademoiselle Kenopsia est quand même un personnage où sa modalité première d'expression dans le film, c'est la parole. On la voit errer, on la voit se déplacer à quelques moments, mais c'est quand même, par rapport au moment où elle parle, c'est un peu moindre. En tout cas, c'est moins mis de l'avant dans le film. Donc c'est ça que c'est un personnage qui parle beaucoup. Donc il faut se poser la question de qu'est-ce qui compose cette parole, et celle-ci est en grande partie faite de monologues, de discours qu'elle dit principalement seule ou à quelqu'un qui est au téléphone, et qui sont des pensées un peu philosophiques, qui parfois font un peu penser à des choses que quelqu'un un peu en fin de soirée pourrait dire, ou à un épisode de Bloqué. Oui, quelqu'un pourrait dire ça, avec des gros guillemets. Et ces paroles sont inspirées beaucoup, donc viennent en grande partie du Dictionnaire of Obscure Sorrow, d'où vient le terme Kenopsia, et qu'elle va réciter, elle va dire des définitions qui sont présentes dans le livre, elle va les commenter, elle va en parler, elle va les augmenter, elle va les associer à elle-même en disant « Ah, je pense souvent ça me fait penser à ça ». Donc
c'est une pensée qui est quand même très conceptuelle, qui est très presque idéologique, c'est des idées en fait. Elle balance des idées un peu comme ça qui viennent résonner avec le reste du film, avec des plans qu'on a vus, qui tirent des pistes. Nous donnent des pistes de réflexion en tant que spectateurs, qui nous donnent un peu du grain à moudre. Pendant qu'on regarde ces plans un peu longs, ce film qui a un rythme un peu lent, on a des choses à laquelle penser. On se dit, ah mais elle vient de parler de cimetière, elle vient de parler de durée de vie, elle vient de dire, j'ai l'impression d'être né trop tôt. Puis après, on a ces plans et on y réfléchit. On y réfléchit pour nous, on y réfléchit pour le film, qu'est-ce que ça veut dire au sein du film. Donc, un des objectifs principaux de cette parole, aussi conceptuelle, c'est de tirer des pistes de réflexion pour nous, spectateurs, nous pousser en fait à penser devant le film. Et donc, tu l'as dit, ça crée inévitablement des moments où le seul ressort, c'est la parole. Comme cette scène avec Elvin de la Chenelière, où pendant, pareil, ça bien 5-6 minutes, 15 minutes, je pense même. C'est une longue scène. C'est une longue scène, tu n'as pas regardé, tu n'as pas fait le calcul pour cette scène. Je n'ai pas fait le calcul. Par contre, j'ai testé la théorie de la relativité pendant cette scène. Oh, tu es méchante. Mais, donc, on a des scènes qui se composent entièrement de paroles, donc c'est pas quelque chose qui est qui vient par inadvertance dans le film, c'est quand même quelque chose qui est voulu, ou c'est un film qui, malgré tout, est quand même assez bavard sur les 1h15 qu'il fait. Et donc la deuxième question, c'est comment est mise en scène cette parole, comment elle est interprétée par les personnages, et comment Denis Coté va la filmer. Donc déjà, c'est que ce sont des textes qui ont l'air d'avoir été majoritairement appris, et qui semblent être récités par les personnages. On parlait d'Albert Serra tout à l'heure et de Pacifiction. Lui, il va utiliser une méthode qui est un peu différente, où il met des écouteurs ou des oreillettes dans les oreilles de ses acteurs. Heureusement qu'il les met dans les oreilles. C'est plus pratique quand même. Donc il donne des oreillettes à ses acteurs, et lui va leur dire qu'est-ce qu'ils doivent dire à tel moment. Mais ils connaissent pas forcément le texte. Et il leur dit, vous jouez, vous arrêtez pas de jouer tant que je dis pas couper. Et puis moi, de temps en temps, je vais vous dire vos lignes, et puis en attendant, vous jouez, et puis quand je vous dis la ligne, vous la faites. Et ça, c'est pas ça qui est fait dans le film, qui aurait pu être intéressant, mais ce n'est pas ça que Denis Coté a décidé de faire. Donc, ce sont des textes qui sont délivrés, qui sont récités face caméra. Et d'ailleurs, il y a un chose très intéressant qui est fait, c'est que les personnages jouent avec la caméra. Il y a plusieurs moments où elle va pas briser le quatrième mur, mais presque. Elle va regarder en direction de la caméra, presque dans l'objectif. Donc il y a quand même ce jeu sur, je sais qu'il y a une caméra qui est là, je vais jouer avec elle, je vais tourner autour d'elle. Et les plans de Mademoiselle Zenobia sont souvent, ils sont très cadrés, ils sont très bien préparés, bien composés. Bien composés, pas au sens forcément beau, mais en tout cas où il y a une vraie réflexion sur on va la mettre à tel endroit, à telle place dans l'espace, elle va occuper telle place. Et il y a deux plans que moi je trouve très symptomatiques de ça, c'est deux plans où elle regarde à travers la fenêtre, où les plans sont très bien composés, avec la fenêtre qui va faire de la lumière comme si elle va être posée là, avec tel reflet, etc., etc. Mais donc ces plans-là ne sont pas du tout documentaires. En tout cas, Mademoiselle Zenobia ne semble pas être vraiment filmée de façon documentaire. Elle n'est pas filmée du coin de l'œil, comme ça, où elle va passer dans le lieu. Non, on a l'impression que tous les plans sont pensés pour l'accueillir, pour accueillir son mouvement, et sont avant tout pensés autour d'elle. Donc, ça pourrait être un peu documentaire, on dit, un documentaire, on va mettre en valeur, mais en même temps, dans le documentaire, il y a toujours cette idée un peu de s'adapter au réel. Il faut s'adapter à ce qui se passe devant nous, parce qu'on n'est pas en train de le contrôler. Et là, on a quand même l'impression que tout ce réel-là est quand même très contrôlé, et je ne sais pas combien de prises il y a pu avoir, mais en tout cas, on le ressent, nous, en tant que spectateurs, que ce plan a été pensé pour être fait de cette façon-là, avant tout. Oui, puis d'ailleurs, ce qu'il faut préciser, c'est que Larissa Corriveau, c'est une comédienne, c'est une actrice. Elle a joué dans d'autres films québécois, Viking récemment, Un été comme ça aussi de Denis Coté. Donc c'est pas anodin non plus, c'est pas une personne lambda à qui il a demandé de venir jouer, il a demandé à une actrice de venir pour avoir une forme de mise en scène. Et ce qui me permet d'ailleurs, moi, de continuer un peu ton point de Mademoiselle Zenobia, de regarder comment elle est dirigée, du coup, cette actrice, comment Larissa Corriveau parle, joue, et peut-être aussi les autres personnages, mais je vais plutôt me concentrer, parce que c'est elle majoritairement qu'on voit d'ailleurs. Et donc pour ça, je vais regarder un jeu que j'ai décidé très humblement de qualifier de bressonien,
et de le montrer à partir de 2 citations d'un ouvrage fait par Robert Bresson, non pas Luc. Si. Non, pas Luc Besson. Très très beau. Merci. Un ouvrage qui s'appelle Notes sur le cinématographe. Donc la première citation, qui se trouve à la page 10 pour les gens qui auraient leur manuel avec, dit pas d'acteur, entre parenthèses, pas de direction d'acteur, être, entre parenthèses, modèle, au lieu de paraître, entre parenthèses, acteur. Je trouve que cette citation s'applique très bien à ce qu'on voit dans le film. Il y a énormément de scènes dans lesquelles Larissa Corriveau est. C'est-à-dire, elle est assise, elle regarde une fenêtre, elle est de dos, elle regarde un mur. Elle a été mise en scène, bien sûr, mais elle n'a pas été mise en scène en train de faire des choses. Plutôt en train d'être. Elle est plutôt passive, son corps ne bouge pas. Et donc son corps est, et surtout, il est capté par le cinématographe. Il se regarde comme un corps de cinéma dans une réalité de cinéma pour composer l'espace cinématographique ensemble. Ça, pour moi, d'ailleurs, c'est totalement comprendre son dispositif et c'est même utiliser les corps d'actrices comme composantes même du dispositif. C'est-à-dire qu'il y avait des lieux, mais c'est placer des corps dans des lieux pour les regarder avec ces lieux-là. Et je trouve que c'est une grosse, grosse réussite du film. La deuxième citation de Bresson est ceci. Désolée, j'ai vraiment Luc qui flotte dans ma tête à chaque fois. Rien n'est plus faux dans un film que ce ton naturel du théâtre recopiant la vie et calqué sur des sentiments étudiés. Page 14. Ce que cette citation elle nous montre, c'est que Bresson suggérait de neutraliser cette forme de jeu naturel, c'est-à-dire qui tente d'imiter un certain naturel, que fait d'ailleurs beaucoup le théâtre. Et d'ailleurs, on le voit notamment à travers la parole de Larissa Corriveau, qui parle souvent de manière égale. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire que la tonalité de sa voix, elle reste sur la même note souvent. Elle monte pas dans des aigus, dans des graves, comme par exemple quand on est en colère ou qu'on vit beaucoup d'émotions, et nos voix vont vraiment aller dans tous les sens. Et la meilleure scène pour ça, qui moi me fait extrêmement rire, c'est même pas une scène, c'est une réplique de la toute dernière scène où Larissa Corriveau est assise et à côté d'elle, il y a un gâteau orange emballé un peu plastoc, genre acheté dans une épicerie. Puis elle regarde devant elle, il y a une personne, on le découvrira après, puis elle dit d'une voix hyper neutre « Merci pour le gâteau ». Et moi, ça me fait immensément rire. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? L'avantage de ce ton et de ce corps qui sont neutralisés, qui n'essaient pas de paraître, mais qui sont, eh bien, ça permet à toutes nos interprétations des lieux et de la présence de ce corps dans les lieux d'exister sans en imposer une seule. Je vous donne un exemple. Si le personnage de Larissa Corriveau était tout le temps triste et en train de pleurer, eh bien, on supposerait sans doute que c'est un personnage qui est enfermé dans ce lieu, qui est prisonnier, qui a envie de sortir. C'est une des interprétations. Et on regarderait du coup le lieu comme une sorte de prison, comme une barrière qui l'empêche de sortir. Et du coup, chaque élément du décor eh bien, viendrait confirmer cette interprétation. Ici, on ne peut pas savoir, ou plutôt, ça peut être tout cela à la fois. Le lieu pourrait être une prison, mais il pourrait être aussi un refuge ou tellement d'autres choses. Et toutes ces possibilités, elles existent grâce au choix de cette direction d'actrice neutralisée. Donc on peut aller à la rencontre du lieu et de Larissa Corriveau en l'écoutant et en le regardant vraiment. À noter que la dernière scène, à part ce moment du gâteau, que j'apprécie beaucoup, elle vient un petit peu briser ça, parce qu'on a une femme qui vient dire à Larissa Corriveau qu'elle ne peut pas la laisser partir du lieu. Donc on a quand même cette idée un peu de prison que j'aurais évoquée. Heureusement, c'est la dernière scène. Donc, on a eu le temps de vivre le lieu dans ses possibilités d'interprétation et grâce à cette direction d'actrice. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'effet que ce jeu crée. Et ça même au-delà du simple jeu, c'est qu'il y a pas mal de pistes un peu contraires qui parfois sont un peu tirées. C'est pas vraiment contraire, mais on vient nous donner plusieurs explications, interprétations possibles qui vont venir s'entrechoquer et qui vont un peu s'annuler les unes les autres. Donc, il y a aussi par ce qui est contenu dans les dialogues qui sert justement à créer cette hésitation sur ces multiples possibilités. Par contre, je serais peut-être un peu plus sceptique sur Bresson et sur le jeu bressonien de Larissa Corriveau. Peut-être qu'à certains moments, effectivement, il y a ce jeu neutre, entre autres propre à Bresson, que d'autres ont repris, qui n'est pas que de lui. Hein. Ça faisait partie d'une mouvance du cinéma français quand il l'a fait, puis ça a perduré après et avant lui. Ça a perduré avant lui, effectivement. D'un anachronisme. Pierre Bayard serait très content que tu racontes ça. Oui, l'histoire est anachronique. On est moins content de Pierre Bayard en général et de ses livres, mais enfin. Mais ce qui est... parce que... un des objectifs de Bresson, c'était justement de neutraliser les petites émotions
pour se concentrer sur les émotions, les vraies émotions, finalement, une espèce de truc un peu comme ça, et aussi de pas faire interpréter aux acteurs des choses qu'ils ne peuvent pas interpréter, comme la mort, par exemple. Et là où je trouve que dans Mademoiselle Capsette, des fois c'est comme ça, mais il y a aussi d'autres fois où elle va jouer, où elle va donner vraiment une vraie direction à son jeu, et nous en tant que spectateurs, on peut pas vraiment calquer nous-mêmes les émotions qu'on a envie sur son jeu, parce que c'est aussi ça, un des objectifs de Bresson, c'est en annihilant les émotions de ses personnages, c'est à nous en fait de calquer les émotions sur son personnage. Par exemple dans Le Diable probablement, il y a un peu cette scène où il dit j'ai envie de me suicider. Le personnage dit qu'il a envie de se suicider, puis il le dit tellement de façon neutre, on sait même pas si est-ce que c'est une blague, est-ce que c'est pas une blague, est-ce que c'est hyper sérieux, est-ce que c'est un peu du sarcasme. Non, c'est ça aussi, ça ajoute une dimension comme ça. Et je suis d'accord que dans le film, il y a des moments qui sont comme ça, mais il y a d'autres moments, notamment la scène avec l'installateur de caméra, où là c'est un jeu qui est beaucoup plus débordant, où on voit le désir dans les yeux de Larissa Corriveau pour ce personnage-là. Qui est presque un peu aux antipodes, où elle en fait presque trop d'ailleurs. Exactement, mais je pense que c'est voulu. Qui n'est pas négatif, qui est un style de jeu. Non, mais je pense que c'est voulu pour casser avec d'autres scènes du film. Il y a la scène aussi où elle le rappelle après pour lui dire de l'échelle. Lui dire de l'échelle. Lui parler de son échelle, qu'il aurait oublié, bref. Mais la scène de Evelyne de la Chaumière, et là je trouve qu'elle est très bressonienne pour le coup. Oui, je suis d'accord. À la fois dans le jeu de Evelyne, mais aussi dans le jeu de Larissa Corriveau, qui reçoit cette parole de façon très neutre. Oui, pour ne pas dire blasé. Pour ne pas dire blasé, non, je pense que c'est neutre. Mais c'est vrai, donc juste une petite nuance, je suis d'accord, je pense, éventuellement, je ne suis pas dans la tête de Denis Côté, donc je ne saurais pas dire s'il y a une très clairement de Bresson dans ce film-là. Une filiation voulue. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a une filiation à faire, mais un peu à nuancer. Oui, je suis totalement d'accord. Je l'ai regardé parce que pour moi, c'était le geste principal de direction d'actrice. C'était ce qu'on voyait le plus, mais qui se distille et qui se perd dans certaines scènes. Je suis d'accord et tu fais bien de le préciser. Même dans certaines scènes de téléphone, je trouve, où elle parle toute seule, elles ne sont pas toutes jouées de façon neutre. Absolument. Tu as bien raison de le dire. Mais ce qui nous amène, parce que la construction de Bresson, attention, on fait des transitions, est très centrée sur son spectateur en même temps, parce que ça elle donne une certaine confiance aussi au spectateur et joue là-dessus. Et moi, c'est un des points que moi je trouve très important et très réussi dans le film, c'est que pour moi, Mademoiselle Kinopsia, c'est un film qui est entièrement centré sur son spectateur qui l'a tout le temps en vue, qui le pense dès le début. On a beaucoup parlé de ces plans longs, surtout au début du film. Et on a parlé des plans longs. Je crois. Pas sûr de m'en rappeler. On va reprendre. Si jamais il y a des plans longs. Et donc, le but de ces plans longs, comme on l'a dit, c'est de nous faire ressentir la longueur. Donc, quand tu veux faire ressentir quelque chose, c'est que tu penses à ton spectateur. Ceci dit, qu'est-ce que lui, il va penser devant ce plan-là? Et pour avoir entendu Denis Côté parler, lui, il voulait faire que ça au début. Il voulait faire un film de 1 heure de plans fixe comme ça. Pour de vrai. Et de permettre en fait au spectateur de s'ennuyer. On parlait tout à l'heure de montage et hyperactif dans d'autres films, et effectivement le fait de se retrouver au cinéma devant des plans aussi calmes, aussi longs, aussi fixes, où il y a l'air d'y avoir rien dans le plan alors qu'en fait il y a tout, ça c'est quelque chose qui est désarçonnant en fait aujourd'hui, qu'il a toujours été, je pense, dans l'histoire du cinéma, mais d'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et les séries Netflix qui sont bombardées en termes de rythme. Ça, c'est déjà, ça nous replace dans une autre position de spectateur, qui est une position où on se rend compte qu'on regarde quelque chose, en fait, et on se met à réfléchir. Des fois, c'est pas toujours agréable de se rendre compte qu'on réfléchit. Et par exemple, hier, j'ai regardé un film qui s'appelle La Conférence, sur la solution finale, comment la solution finale a été mise en place par les nazis, et c'est un film qui, au niveau du montage, est hyper actif. Et je me dis, mais c'est un film de parole, c'est que des gens qui parlent autour d'une table, mais il faut que ça coupe tout le temps, parce que je pense qu'il avait peur qu'on s'ennuie. Alors j'étais, mais non, mais pose-toi 5 minutes, s'il te plaît, fais-nous des plans fixes, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe entre ces gens. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc déjà, de se retrouver devant ces plans-là, en tant que spectateur, nous, ça nous fait quelque chose. On est, oh, ok. Et ça me permet de parler de quelque chose qui, moi, m'est cher, qui est l'importance de l'ennui au cinéma. C'est vrai que c'est une de tes grandes batailles. Oui, parce que quand on écoute les gens parler de cinéma, souvent il y a des choses qui disent « Ah, mais c'était ennuyant. Ah, je me suis ennuyé.
je me fais chier devant ce film. Donc déjà, l'ennui, bon, bah, c'est relatif. Des gens peuvent trouver des choses ennuyantes que d'autres ne peuvent pas. Moi, je m'ennuie terriblement devant un Marvel. Mais je pense pas que c'est le cas de tout le monde. On espère. On espère. Que c'est le cas de tout Si le ça monde. marche autant, j'espère qu'il n'y a pas des millions de personnes qui s'ennuient en allant voir ces films. Ah non, je disais on espère que les gens s'ennuient, comme ça ils arrêtent de faire de Marvel. Ah oui, bah après, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Mais par exemple, et après, je pense que d'autres films, les gens pourraient s'ennuyer terriblement devant un Bresson, alors que moi, ce n'est pas le cas. Mais c'est ça. Et il y a un peu cette idée de rejet de l'ennui. Il faudrait pas s'ennuyer devant un film. Et des fois, je suis d'accord qu'il y a des films qui semblent être ennuyants, qui ne le sont pas, mais il y a des films qui sont ennuyants et qui sont faits pour être ennuyants. Parce que si le cinéma, le but, c'est de nous faire ressentir des émotions, c'est de travailler avec les émotions, de travailler avec nos ressentis, de nous faire ressentir des choses, de nous montrer des choses, bah, pourquoi se couper de l'ennui ? L'ennui est une émotion, l'ennui est un état émotionnel, est un état physique, psychique, mental, moral même peut-être. Pourquoi dire non, le cinéma ne devrait pas être le lieu de l'ennui. Il ne faut surtout pas que les gens s'ennuient. Ben non, le cinéma doit s'emparer de l'ennui, doit nous permettre de nous ennuyer, comme il peut nous permettre de faire peur, de nous faire rire, de nous faire pleurer. Non, il faut s'emparer de toutes les émotions qui sont disponibles dans un corps humain. Pourquoi se dire non, celle-là, elle est mauvaise, celle-là, on la prend pas. Donc déjà, il y a ça, et s'ennuyer au cinéma, ça peut être une expérience magnifique. Ça peut être de divaguer dans ses pensées, et le film peut être un canevas, être un espèce d'objet qui vient nous trigger des pensées, qui vient en même temps les recevoir. Et il y a des films qui sont pensés pour ça. Je pense notamment à certains films de Jean-Luc Godard, on en parlait tout à l'heure, où, et des moments, tu décroches devant les films de Godard parce que soit tu t'ennuies, soit c'est trop, soit il y a trop d'informations, soit tu accroches à un truc, puis le film il passe devant toi, il passe, puis toi tu pars dans tes pensées, puis à un moment tu te raccroches. Et en fait, le film te permet ça, de partir et de revenir avec des nouvelles pensées, un nouvel angle. Et ça, je trouve que c'est super important, et Mademoiselle Kempsia nous permet en tant que spectateur de nous ennuyer devant, de réfléchir, de penser, de peut-être penser au cinéma, de penser à sa liste de courses, de penser... Les deux en même temps. De faire des allers-retours entre la vie réelle et le cinéma, en fait. Et ça, c'est une expérience que je trouve, moi, très enrichissante et très intéressante, et qui, je pense, on doit mettre de l'avant aujourd'hui, où les espaces où on a la capacité de s'ennuyer sont malheureusement de plus en plus rares. C'est un beau manifeste pour l'ennui, Alexandre. Moi, je revendique le sommeil dans le cinéma. Revendiquons le sommeil, dormir dans une salle de cinéma, ça peut être une super expérience. De se Très retrouver, bonne sieste. de perdre 30 minutes et puis de devoir se retrouver. Putain, mais C'est une émotion pareille, la fatigue. C'est une émotion pareille, et puis ça peut créer des super séances de cinéma où t'as perdu 10 minutes et puis tu sais plus où t'es, et puis après tu raccroches les wagons petit à petit. Tu t'accroches autrement. C'est effectivement. Et ça me fait penser d'ailleurs que hier j'écoutais un podcast sur le théâtre où les gens disaient mais avant au théâtre les gens faisaient du bruit, les gens mangeaient, les gens intervenaient, et aujourd'hui non, maintenant c'est le silence, etc. On doit Au recevoir cinéma l'heure. aussi d'ailleurs. Au cinéma avant. aussi, oui, il y avait des bonimenteurs, etc. Donc c'est aussi se dire que c'est assez récent, cette façon de recevoir le cinéma, ou n'importe quel art, silencieusement, religieusement, en silence, pour qu'on puisse recevoir le maximum de... Ça, c'est pas gravé dans le marbre, cette façon de voir l'art. C'est quelque chose qui est construit socialement et qui est très fort aujourd'hui, mais qui pourrait changer, qui a changé et qui va sûrement encore changer dans le futur. Et qui change d'ailleurs selon les régions et les ethnies. Moi, j'ai été voir une fois une pièce de théâtre qui était faite par une troupe qui venait de Guadeloupe. Et tous les spectateurs étaient visiblement leurs amis, parce que je les ai vus se parler à la fin. Et pendant la pièce de théâtre, tout le monde s'est levé, a commencé à danser, à un moment à applaudir. Putain, c'est quand même très occidental comme façon peut-être d'aller au théâtre, le fait de se taire et de regarder. Ouais, puis un exemple, même à l'intérieur de l'Occident, qui est très bête, mais en Belgique, il y a des pubs au cinéma, au milieu du film. Ah, je savais pas ça. Et c'est une façon différente qui fait ton film il est coupé en deux. Voilà, c'est comme ça. Il y a une entracte. C'est vrai qu'il y avait ça. C'est une autre façon de voir un film qui est... C'est un tout petit détail. Ça peut être grandement différent de ça, mais c'est un détail. C'est vrai. Mais bref. Revenons à Mademoiselle Kempsia. Revenons à Mademoiselle Kempsia. Il y a cette idée d'avoir le spectateur toujours en vue. Et on a parlé de cette alternance documentaire, fiction, plan fixe, personnage. Ça joue aussi comme des petites récompenses aussi pour le spectateur qui s'investit. Pour celui qui reste aussi dans la salle, pour celui qui n'a pas arrêté le film au bout de 15 minutes. C'est que tu as peut-être subi de l'ennui, tu t'es dit ces plans étaient un peu longs, puis hop, d'un coup t'as une scène. Et puis c'est une scène de quelqu'un qui parle tout seul. Puis après il y a un monologue.
puis après il y a un autre personnage, puis après il y a la musique, puis après il y a ça qui se passe, et puis après il y a ça. Et puis tu peux pas prévoir en fait la scène fictionnelle d'après, parce qu'il y a quand même cette recherche de toujours nous surprendre, de toujours prendre le contre-pied de ce qui a été fait avant. Bah, elle est tout seule, bah, après elle est à deux. Puis là c'est un monologue, et puis après c'est un dialogue. Et puis... Donc ça c'est aussi entièrement centré sur le spectateur pour le dire, bah, tu fais bien en fait de vivre ça, vas-y, il y aura des surprises au bout, il y aura des trucs, ça vaut le coup en fait de vivre ça, en dehors de l'expérience personnelle que tu pourrais avoir. Pour citer quelques exemples, il y a l'exemple donc, de Evelyne de la Chenelière qui va arriver faire son monologue. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette scène, c'est une innovation par rapport au reste. On a la scène où un réparateur de caméra ou un installateur de caméra vient, une chanson se lance et une scène se crée entre les deux. Par exemple, il y a la scène du Beach Club que tu as citée où elle va déambuler au milieu d'une foule. Donc ça, ce sont des choses-là. Et ça respecte encore cette démarche documentaire que je parlais au début, de balancer des trucs. De dire, voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment le réel réagit quand je mets ces deux choses-là en même temps ? Et puis hop, ça agit, quoi. Et finalement, le dernier point qui, pour moi, fait que le film est entièrement centré sur son spectateur, et qu'est-ce qu'il utilise ? C'est qu'il utilise certains ressorts du cinéma d'horreur. Alors, attention, le film n'est pas horrifique, il n'y a aucune scène d'horreur où vous n'allez pas vous ressentir de l'angoisse ou quoi que ce soit devant le film, mais par exemple l'arrivée de Larissa Corriveau qu'on a déjà beaucoup commenté, c'est presque un jumpscare. Il y a un plan vide qui dure déjà 30 secondes avant qu'elle arrive, et puis hop, elle arrive d'un coup, puis il y a un bruit juste avant. Donc c'est pas un vrai jumpscare parce que ça fait pas peur, et puis il n'y a pas un son strident, C'est les mêmes mécanismes. mais c'est le même mécanisme de faire apparaître quelque chose là où on avait l'air de te dire il se passe rien. Sauf que depuis le début, on n'a que des plans où il se passe rien, et puis là, d'un coup, il se passe quelque chose. Ça, c'est quelque chose que James Wan fait beaucoup dans la saga Conjuring ou Insidious, où des fois, il veut nous mettre un encadrement de porte, puis il le met pendant 30 secondes, puis il coupe, il s'est rien passé. Mais il le fait 3 fois, puis au bout du 4e encadrement de porte, là, il y aura quelque chose. Donc tu te dis, ah, c'est bon, les chill, les encadrements de porte, eh ben non. Donc bref, ça, c'est un ressort classique du cinéma d'horreur. Il y a des sons hors champ, qui sont aussi très présents dans le cinéma d'horreur, parce que s'il y a un son là-bas, ça veut dire peut-être le monstre ou le serial killer ou quoi que ce soit est là-bas, puis en fait il est à gauche. Mais bref. Donc déjà le son hors champ fait partie de la boîte à outils du film d'horreur. Il y a les lieux abandonnés, je veux dire les espèces de cabanes, d'hôpital, de chapelles, de hangars abandonnés, ça fait entièrement partie de l'écosystème du cinéma d'horreur. D'ailleurs, l'horreur joue beaucoup avec le hors-champ, en général. Aussi, exactement. Oui, exactement, tout à fait. Mais ça, on pense au projet Blair Witch, par exemple, toute la fin se passe dans une espèce de maison abandonnée qui aurait pu être dans Mademoiselle Kenopsia, presque. Mais encore une fois, là, ce n'est pas filmé de façon horrifique, mais on a cette utilisation. Et ensuite, finalement, on a certains thèmes du film qui sont abordés, qui se rapproche de l'horreur. On a la mort, elle cite un moment qu'elle serait un fantôme, elle cite parce qu'on a les fantômes, c'est parce qu'on a tellement l'habitude de vivre dans un lieu que finalement on a l'impression qu'il nous appartient, il y a une idée un peu comme ça, donc même thématiquement le film renvoie à certains thèmes du cinéma d'horreur, mais tout ça pour dire que ça c'est aller chercher ça pour l'injecter dans le film, c'est aussi une façon de nous accrocher, de peut-être nous faire penser au film d'horreur qu'on a vu, de nous créer peut-être une petite angoisse légère ou suffisante pour nous laisser nous agripper dans le film, comme toutes ces scènes dans des caves noires, où il fait noir avec les projections, ça pourrait être sorti d'un film d'horreur. Ça ne l'est pas, mais ça pourrait. C'est vrai, j'avais pas vu tout ça quand je l'ai regardé, mais maintenant que tu le dis, je le vois, je frissonne. Moi, je voulais compléter un peu ton point sur la conscience du ou de la spectatrice en réfléchissant à l'intertextualité avec le théâtre. Parce que quand même, la prise en compte des spectatrices, bien sûr que dans le cinéma, on prend en compte dans une certaine mesure, mais c'est quand même quelque chose qui vient beaucoup du théâtre, puisque c'était un art où on est confronté directement aux gens qui le regardent. Pour moi, il y a 2 gros rapprochements qu'on peut faire avec le théâtre. Le premier, je l'ai déjà mentionné, mais c'est donc Evelyne de la Chenelière qui vient du monde du théâtre, qui est dramaturge, comme je l'ai dit, metteur en scène et actrice. Donc, c'est pas anodin ce soit elle, une des personnes qu'on voit le plus après Larissa Corriveau et qu'on vient la chercher du théâtre pour la faire venir dans le film. Et le deuxième rapprochement, qui est peut-être un peu plus... une interprétation un peu plus personnelle, mais en soi, si on regarde le film, il peut faire penser à une pièce de théâtre très connue qui est En attendant Godot, de Samuel Beckett. Parce que si je fais c'est vraiment podcast culture. Ah ouais, podcast culture. Hein. C'était Shakespeare il y a 2 épisodes. Non, mais parce que si on regarde le pitch de En attendant Godot, c'est un personnage qui attend
on ne sait pas quoi et on ne sait pas où. Qu'on pourrait vraiment très facilement appliquer à Mademoiselle Kenopsia. C'est un pitch bien sûr très général, il se passe d'autres choses En attendant Godot comme il se passe d'autres choses dans Mademoiselle Kenopsia, mais l'idée de base est la même. C'est un personnage quand même qui attend dans un lieu, qui a l'air un peu... Qui a l'air d'attendre, on n'est même pas sûr Oui, qu'elle on n'est même attende. pas sûr qu'elle attende, effectivement. Et donc cette intertextualité, elle permet de concevoir la correspondance entre les arts comme une condition fondamentale de leur propre existence. Je n'ai pas inventé ça, c'est Julia Kristeva qui l'a dit quand elle a théorisé l'intertextualité. Putain, mais ça y va, Bresson, En attendant Godot, J'ai Julia fait mes Kristeva. devoirs. Ça cite à tour de bras. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'intertextualité. Mais c'est intéressant que tu cites cette intertextualité, cette transmédialité. Pas tout à fait la même chose, même tout si à ça fait. fait partie de l'intermédialité dans les deux cas. Et c'est intéressant que tu parles de cette intertextualité parce que tu as cité le théâtre, mais je pense que le film a une démarche de base qui est intertextuelle. On a parlé du dictionnaire of obscure sorrow en introduction, d'où vient le terme kenopsia. Mais il y a aussi les liminal space, qui sont une source d'inspiration majeure pour le film. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans le film, il y a à un moment donné une radio qui parle des liminal space. Qu'on va écouter. Don't regret the past and fear the future. 2 years ago, a philosopher friend of mine shared with me the concept of liminal space. It's provocative to me and intriguing. It's the space between 2 points of existence. It's that gap between things in our life. Most of us cannot exist in liminal space because you can't live in liminal space. You cannot live without something. And the failure part of that is that liminal space is a gift. If I lost my job, maybe liminal space is the time to get to know myself. If the relationship ends, maybe liminal space is an opportunity to transform, to become the person you were meant to be, more relationally, more beneficial. Et donc, qu'est-ce que c'est les liminal space ? Bon, moi, je suis pas un spécialiste de la culture internet, mais j'ai écouté des vidéos de Feldup, donc maintenant, je sais des choses. Donc, ce sont des photos qui sont présentes en grande quantité sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des vidéos YouTube qui en font des compilations sur de la musique. Et donc, ce sont des photos d'endroits qu'on a l'impression qu'on connaît. Donc, ce sont des endroits qui sont souvent assez familiers. Des stations essence, des théâtres vides, des salles de cinéma vides, des couloirs, des maisons, des jardins. Ça peut être en intérieur, ça peut être en extérieur. Des jardins avec des décorations de Noël, par exemple. Mais qui ont toujours l'impression d'avoir été vidés de leurs habitants, où il n'y a plus personne. Que ce soit dans le plan ou en dehors. Comme si... tout le monde avait disparu, un peu comme dans The Leftovers ou je ne sais quoi. Et... Fallout. Non. C'est pas ça dans Fallout ? Non. J'ai pas vu Fallout. Non. Ça avait l'air. C'est une explosion nucléaire dans Fallout. Les gens n'ont pas disparu alors ? Bah, ils sont dans des bunkers. Ah, ils ont un petit peu disparu alors. Ça n'a rien à voir. Faut que je regarde plus de séries. Ou pas. Non. Et aussi, une des caractéristiques de ces images, c'est qu'elles peuvent faire penser un peu à des rêves ou à des cauchemars, à des décors de rêves ou de cauchemars qui sont toujours un peu, qui ressemblent un peu à la réalité, mais qui sont jamais vraiment la réalité. Ou souvent, d'ailleurs, il y a personne dans les cauchemars, il y a avec qui on interagit, puis des fois, le monde autour, il n'existe pas vraiment. Il existe, mais il est vaporeux, ou en tout cas. C'est un peu du nightmare material, comme on dit, qu'on a déjà vu. En tout cas, il y a vraiment ce sentiment de déjà vu, que ça soit dans la vraie vie ou dans nos rêves. Comme si on voyait une photo de notre rêve, en fait. On disait, ah, mais j'ai déjà vécu ce truc-là, mais en rêve. Donc, ça, ce sont des images qu'il va réutiliser donc de Nicoté dans le film, où tout le début, les 8 minutes, mais après même entre les scènes fictionnelles, il y a ces images-là, on se dit, mais ça ressemble à une chapelle où je suis déjà allé, ça ressemble à un hôpital où j'aurais pu déjà aller, ça ressemble à une usine que j'aurais déjà vue, à une forêt que je connais, à des lieux que je connais, que j'ai déjà vu dans d'autres films peut-être, ou que j'ai déjà vu dans mes rêves. Et donc, il travaille autour de ça, ce qui est déjà une première intertextualité qui vient d'Internet. Et surtout qu'il y a une évolution dans les images, c'est qu'au début, c'est des images qui sont beaucoup plus industrielles. Le premier plan, c'est un hangar. Le premier plan du film qui, après, ne revient pas. On est beaucoup plus dans des teintes plus chaleureuses, dans des lieux de vie qui ont été abandonnés, plutôt que dans des hangars qui sont vraiment des lieux
professionnels, industriels, qui eux ont été vidés. Et donc on a vraiment une évolution de ces lieux plutôt froids, plutôt durs. J'avais pas vu l'évolution de la palette chromatique. Et petit à petit, on va vers des lieux de vie en fait qui ont été abandonnés. Donc même la palette chromatique, comme tu dis, elle change presque naturellement. C'est que les lieux de vie, forcément, sont un peu plus chauds que les lieux industriels. Et ça joue avec quelque chose qui s'appelle l'inquiétante étrangeté, ou dans la langue de Goethe ou de Tokyo Hotel, unheimlich. Waouh, des références, mais pas trop toujours. Et qui est donc un concept théorisé par Sigmund Freud. Voilà, on se moque de mes références, mais bon. On invoque Freud culturel. Voilà, on devient psychanalytique. Ouais, qui est construit donc sur le terme allemand heimlich et unheimlich, qui renvoie à quelque chose qui est secret, qui est étrange, qui est en fait l'idée que l'intime, à la fois caché mais familier. Et ce qui est un peu intéressant, c'est que heimlich et unheimlich en allemand peuvent dire un peu la même chose, en quelque sorte un peu le même sens. Donc qui est justement de quelque chose qui est familier et qui devient étrange, dont font totalement partie les liminal space, qui sont des lieux qu'on semble connaître, mais qui ont ce petit quelque chose en plus qui les rend un petit peu inquiétants. Pas forcément horrifiques, pas forcément apeurants, où on sue à grosses gouttes devant, mais un petit peu. On dit « Ah, Einbischen, comme on dit en allemand. Einbischen ». Et donc c'est ça l'inquiétante étrangeté à la base, c'est une angoisse, c'est quelque chose d'angoissant qui est différent de l'angoisse chez Freud, et c'est quelque chose qui était sympathique qui se transforme en inquiétant. Et donc, dans son texte sur le Unheimlich, Freud donne quelques exemples, et c'est le doute qu'un être animé en apparence soit vivant, ça peut être la fausse reconnaissance d'un autre, ça peut être aussi la répétition de situations semblables qui se répètent inéluctablement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un concept esthétique à la base chez Freud. C'est une recherche de qu'est-ce qui peut créer ce sentiment-là. Donc ce qui colle totalement au cinéma. Et pour preuve, l'inquiétante étrangeté a été travaillée de nombreuses fois au cinéma, que ce soit dans des films d'horreur plus ou moins médiocres, qui vont utiliser cette idée de « ah, je recommence la même chose en boucle », des lieux qui ressemblent, en fait, c'est pas vraiment les mêmes, ou par David Lynch, qui utilise énormément de ressorts qu'on pourrait accoler à l'inquiétante étrangeté dans plusieurs de ses films, mais pas que, il y a d'autres concepts chez Lynch, et il amène un peu plus loin des fois, mais en tout cas, il y a cette idée-là de choses qui, en même temps, sont proches de la réalité, mais c'est un peu étrange quand même, ce truc-là. Et le travail autour du rêve et du cauchemar chez Lynch en général. Et, bon, sans aller jusque un film lynchien chez Denis Coté, on travaille quand même un peu, je trouve, cette inquiétante étrangeté qui participe, comme je disais, à être centré sur le spectateur. C'est que ça crée comme une espèce de très léger tapis, mais vraiment très très léger, de trucs un tout petit peu angoissants. Oui, et qui est très présent aussi avec le son, parce qu'on a parlé qu'il y avait du son, mais le son est toujours un peu oppressant, c'est toujours une espèce de bruit un peu... je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas que des petits oiseaux. Il y en a des petits oiseaux qui chantent, mais il y a l'espèce de son métallique et lourd du lieu qu'on entend, et qui fait un petit peu peur. D'ailleurs, elle arrive pas non plus à le décrire elle-même. Il y a toute une scène où elle est au téléphone, elle arrive pas à le décrire, ça gratte, ça tombe, ça frotte... Elle a bien raison. J'aurais dû le décrire comme ça. C'est une espèce de truc en acier qui tombe sur la tôle et puis qui roule. En tout cas, il y a un peu des bruits de tuyauterie aussi qu'on entend, des bruits un peu industriels comme ça. Difficilement définis. Ça. C'est ça, et que si on les entend chez nous, on fait pas forcément les fiers, quoi. Moi, je pars. Donc cette espèce de tapis qui reste un peu inconscient dans le film, et ce qui est intéressant dans l'intertextualité dont tu parlais, c'est que le film ne respecte pas totalement l'imagerie liminal space. Parce qu'une des caractéristiques essentielles du liminal space sur Internet, c'est la mauvaise qualité des images. Avec des images qui ont été prises avec des appareils photo ou des téléphones de mauvaise qualité, donc il y a du grain, la palette chromatique elle est très limitée, ça peut être des artefacts de sombre parce que l'appareil n'est pas fait pour capter du noir ou des choses comme ça. Et aussi, ce sont souvent des photos qui sont prises au flash. Donc il n'y a pas d'ombre parfois, où il y a une espèce de grand flash blanc et puis toutes les ombres ont été effacées par le flash, ce qui rajoute à cet aspect inquiétant, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film de Nicoté, où les plans sont quand même majoritairement très beaux, très léchés, très travaillés, avec une belle lumière naturelle qui va filtrer à travers des rideaux. Et
l'image est de très bonne qualité aussi. Il n'a pas pris exprès une image de moins bonne qualité, une caméra DV ou quoi que ce soit. Il a pris quand même une image de bonne qualité, une bonne caméra qui va permettre d'avoir des images relativement belles de cinéma. On a ce liminal space, ce concept de liminal space, qui est traversé par le cinéma, en tout cas qui le fait hybrider, où on va reprendre certaines caractéristiques, mais en même temps le cinéma va faire un peu sa petite tambouille avec ce concept-là, qui est la perfection technique, la recherche d'une belle image, etc. Et donc c'est vraiment une prise en compte du médium dans son sens de milieu. C'est que je prends un truc et je le mets dans un autre milieu, et puis on voit comment ce milieu le transforme, le change, et puis en fait c'est des liminal space, mais au cinéma, dans un contexte cinématographique. Ce qu'on appelle dans les études intermédiaires une remédiation, si jamais. Une remédiation. Donc on a vraiment une perspective de remédiation, comme tu le dis dans le film, qui se traduit aussi par cette adaptation littéraire dont on parlait de Dictionary of Obscure Sorrow. Et donc dans ce choix, c'est qu'à la base, quand même, on pourrait considérer le film comme l'adaptation d'un dictionnaire, avec des concepts. Super idée. Et jusqu'au point où de faire d'un concept un personnage. Et le titre du film. Donc c'est un peu de prendre cette idée de concept et de voir jusqu'où je peux aller. Donc par exemple, on a dit que la parole est omniprésente dans le film et que la parole venait de ce dictionnaire. Moi je suis allé chercher un peu dans le dictionnaire et j'ai trouvé une des citations qu'elle fait dans le film qui est le sentiment de Hoerpin, je sais pas comment on dit, Hoerpin, qui vient de hover, fini, et pine, donc c'est Hoerpin plutôt, qui est faire le deuil de quelque chose, éprouver une forte envie ou une tristesse persistante. Et donc la traduction c'est errer à travers les terrains d'un cimetière, jeter un coup d'œil sur les pierres tombales comme si vous regardiez les morts, imaginant toutes les choses qu'ils ont dû voir et les vies qu'ils ont pu mener, essayant de conjurer toute une biographie à partir d'une poignée de mots et de dates gravées dans le granit, avec à peine plus qu'un simple tiret pour couvrir l'immensité inimaginable de leur expérience. Donc ça c'est le concept de Hoerpin, qu'elle dit un moment au téléphone. Explicitement où elle dit tu t'es déjà promené dans un cimetière et puis tu regardes les tombes et tu te dis mais en fait toute leur vie est résumée en une phrase, un mot, deux dates, une phrase. Et donc ce qui fait que dans le choix d'avoir adapté un livre littéralement, c'est que chez Denis Côté ça prend l'omniprésence de la parole. C'est qu'il prend le texte et il le met dans son film. Donc il y a une espèce d'incontinence de mots, comme on dit depuis le début, et puis le fait d'avoir cherché Evelyne de la Chenelière, qui dit rajoute-nous encore des mots. Moi, je ne sais pas si son monologue est inspiré du dictionnaire ou pas, mais il y a rajoute-nous encore des mots là-dedans. On a cette idée qui guide le film, qui est de rencontrer des choses, de faire moi quand j'adapte un livre, qu'est-ce que je fais ? Je prends le texte et je le fous dans mon film. On n'a pas cette idée à la Godard qui pourrait être, comme on en parle depuis le début, qui est de genre, je vais mettre mes personnages et lire, qui vont ouvrir un bouquin, puis qui vont lire le texte face caméra, ou je vais mettre littéralement des mots, je vais les mettre à l'écran, ou je vais les mettre, il va aussi les mettre dans leur bouche, mais ouvertement, il va dire, d'après Goethe, puis hop, il nous fait une citation. Il n'y a pas de transparence dans l'opération de mettre les définitions dans le film. C'est ça, si tu sais pas que ça vient du dictionnaire, tu peux le savoir, si soit tu le connais avant, soit tu fais une recherche sur la kénopsia. Mais c'est ça, les textes, on peut se dire, il les a inventés de lui-même sans base matérielle. Donc ça, c'est intéressant, et ça participe à cette idée de remédiation, qui est les mots qui sont écrits, je vais les mettre dans la bouche de mes personnages. Donc il y a une remédiation en changeant quelque chose qui est d'une lecture, donc qui est soit mentale, à une récitation par un acteur, puis après il y a une transformation lexicale, parce qu'il a réécrit les dialogues pour qu'ils sonnent bien à l'oral. Donc on a une rencontre, et ce qui est intéressant, c'est que chez Denis Côté, a priori, adaptation égale hybridation égale remédiation, donc transmédialité. Donc c'est le passage d'un médium à l'autre, de transformer les choses en les faisant transider par des environnements d'un médium à l'autre. Et donc on a aussi cette juxtaposition. Cette hybridation passe par de la juxtaposition, on l'a dit, entre le documentaire et la fiction. Entre l'incontinence de la parole qui vient du livre et les silences des plans abandonnés. Et aussi, on a les scènes qui s'enchaînent avec très peu de liens entre elles. Donc, on a vraiment cette préparation de la juxtaposition, de dire, maintenant, tu as eu cette scène, maintenant, tu as cette scène, toi aussi, en tant que spectateur, fais dans ta tête l'hybridation. Qu'est-ce que tu ressors de cette addition, finalement ? Et on a beaucoup parlé donc du rapport fiction-documentaire, et ce qui est intéressant avec la scène du Beach Club, c'est qu'on va prendre ce personnage qu'on a travaillé depuis le début, puis on va le foutre dans un autre environnement.
qui est vachement plus qui est ouvertement documentaire, parce que là c'est le Beach Club, donc ils sont vraiment allés dans une soirée là-bas, puis ils ont filmé pendant la soirée. Et on a un personnage fictionnel qui est dans un environnement documentaire où personne sait autour d'elle qui elle est, pourquoi elle fait là, pourquoi elle se fait filmer, etc. On a encore une hybridation, une remédiation de ce personnage qu'on a fictionnalisé, qu'on va mettre d'un environnement à un autre, sans prévenir les gens autour en plus de ça. Donc cette scène, moi je la trouve très intéressante parce qu'elle vient casser le rythme, en même temps elle vient nous proposer une nouvelle itération sur ce personnage. Et donc il la sort complètement de son environnement qui a fini en fait presque inéluctablement par être contrôlé, parce qu'il était dedans, et puis une équipe de tournage, quand t'es 3 semaines dans un lieu, finalement tu en fais le tien. Pour le mettre, non, on va le mettre ailleurs. Et donc je pense que moi c'est vraiment ça qui a guidé le film de bout en bout jusqu'à mettre donc la Kenopsia au centre du film, en titre et en tant que personnage. Ça fait qu'on disait depuis le début que Mademoiselle Kenopsia, on sait pas trop qui c'est pas ce qu'elle fait là, mais en fait c'est que il a pris la définition pour en faire un personnage, et ça fait qu'en fait on sait pas vraiment si la Kenopsia, est-ce qu'elle engendre la Kenopsia, cette personne, est-ce qu'elle habite dans la Kenopsia, est-ce qu'elle apparaît quand les lieux sont abandonnés, ou est-ce que c'est elle qui, en traversant les lieux, vient créer ce sentiment. Donc on ne sait pas si elle est créée, si elle crée ou est créée par l'environnement qu'elle habite, ce qui donne une espèce de flou mystérieux et aussi attrayant pour ce film. Oui, et pour terminer, et terminer par le début même, on fait des boucles. Moi, je dirais que cette tension et cette dialectique entre le fait que c'est un personnage et un concept ne sera pas résolue et n'est pas nécessairement résolue, mais on peut le regarder juste dans le titre, avec le Mademoiselle et le Kenopsia. D'un côté, on a le personnage, de l'autre, le concept, qui viennent complètement dialoguer tout le long du film, jusque dans le titre. Ça, encore une hybridation. Dès le titre, finalement, on nous annonçait cette hybridation. Et on les met en relation dès le titre. Parce qu'on peut regarder ces deux mots de manière indépendante, mais on peut aussi les lier et se dire « Ah bah c'est son prénom, c'est Mademoiselle Kenopsia ». C'est ça, une hybridation par la juxtaposition, finalement. Et c'est vrai que la fin du film ne conclut pas sur qui est cette personne, sur qu'est-ce qu'elle fait là, elle conclut sur rien du tout. En même temps, ça ouvre à une nouvelle lecture du film ou à continuer la lecture du film. Et puis à la fin, on sait qu'elle aime le gâteau aussi. On sait qu'elle aime le gâteau. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Merci Alexandre. Mais merci à toi. Ouais, merci à moi. Et puis bon, merci d'avoir écouté ce 5e épisode de Qui relève du document. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus pour nous faire connaître et gagner des auditeurs. Et faites partager la bonne parole, voilà. Que nous prêchons dans un religieusement. Exactement. Dans des chapelles après abandonnées. Absolument. Mais c'est ça, dans vos covoiturages, dans vos repas de famille, peu importe, mettez l'épisode. Et on se revoit dans un mois. Et on se revoit dans un mois pour un autre film. Est-ce que tu veux nous faire une petite blague? Une petite blague non, blague, non, pas petite, un teaser. Un petit teaser pour le prochain épisode? Ça se mangera comme un bon plat de coquillettes. Et ben on verra si ça colle dans le prochain épisode. Encore un! Repose en pièces.